médias et les politiciens vous vendent aujourd'hui une illusion dangereuse. Ils vous font croire que si les tensions géopolitiques s'apaisent et que le pétrole circule à nouveau, la vie en Europe redeviendra parfaite. La smart money sait que c'est un mensonge absolu. Résoudre la crise des détroits ne sauvera pas le vieux continent. Cela retardera juste l'inévitable. Car derrière la panique de l'énergie se cache une réalité macroéconomique terrifiante. L'Europe n'est pas face à une crise passagère. Elle vit un effondrement structurel. Déclin démographique, soumission technologique totale face à l'IA américaine et perte définitive de sa compétitivité industrielle. Voici l'autopsie des 4 failles qui ont définitivement mis fin à l'âge d'or européen. Le faux sauvetage, le piège de la compétitivité. Une illusion collective particulièrement dangereuse traverse actuellement l'esprit des investisseurs européens en ce mois de mars 2026. Beaucoup espèrent naïvement que la réouverture des grands détroits maritimes mondiaux ramènera instantanément la prospérité sur le vieux continent. La smart money sait pertinemment que la fluidité du trafic naval ne guérira pas les maux profonds de l'Europe. Le retour à la normale de la logistique mondiale n'effacera absolument pas les cicatrices laissées par ces années de crise. La résolution du problème de l'approvisionnement énergétique n'est qu'un simple pansement posé sur une hémorragie macroéconomique d'une violence inouïe. L'Europe ne souffre pas d'une simple crise conjoncturelle passagère, mais d'un déclassement structurel brutal et totalement irréversible aujourd'hui. Le mythe du retour à l'âge d'or industriel européen doit être déconstruit avec la plus grande froideur mathématique possible. Le premier pilier de cet effondrement silencieux réside dans la perte définitive de l'avantage énergétique historique de la région. Pendant des décennies, la puissance exportatrice européenne s'est bâtie exclusivement sur l'accès illimité à un gaz oriental extrêmement bon marché. Ce flux énergétique a prix cassé subventionné indirectement l'intégralité du modèle social et industriel des nations majeures du continent. Cette époque dorée est aujourd'hui mathématiquement révolue, indépendamment de l'état des tensions géopolitiques actuelles au Moyen-Orient ou ailleurs. Les infrastructures physiques ont été reconfigurées de manière permanente pour s'éloigner des anciens fournisseurs historiques traditionnels de l'Est. Le marché de l'énergie a subi une mutation profonde que les décideurs politiques refusent encore d'admettre publiquement devant leurs électeurs. L'industrie lourde européenne doit désormais payer sa ressource primaire au prix fort du marché mondialisé hautement volatile et concurrentiel. Le remplacement de ce gaz bon marché s'est fait au prix d'une dépendance accrue au gaz naturel liquéfié importé. Ce vecteur énergétique exige des processus de refroidissement extrêmes, un transport maritime complexe et des terminaux de regazéification coûteux. L'accumulation de ces étapes logistiques incompressibles crée une prime de coût structurelle qui pèsera éternellement sur les factures européennes. Même en période de calme plat sur les océans, ce gaz importé restera fondamentalement plus onéreux que l'ancienne fourniture. Les entreprises européennes démarrent donc chaque journée avec un handicap financier majeur face à leurs concurrents directs internationaux. La compétitivité, prix des produits manufacturés sur le continent, est littéralement détruite par cette simple équation thermodynamique et logistique. L'investisseur souverain comprend que ce fardeau énergétique permanent interdit tout retour aux marges bénéficiaires industrielles de la décennie précédente. La comparaison avec le grand rival américain illustre parfaitement l'ampleur de ce désastre de compétitivité pour l'industrie européenne. Les États-Unis disposent de ressources fossiles domestiques absolument immenses qui leur garantissent une souveraineté énergétique totale et pérenne. Les usines américaines achètent leur énergie à une fraction du prix payé par leurs homologues allemandes ou françaises actuelles. Cette asymétrie tarifaire massive agit comme un aspirateur géant qui siphonne les capitaux d'investissement hors du vieux continent européen. Les grands conglomérats industriels mondiaux choisissent rationnellement d'implanter leur nouvelle chaîne de production sur le sol nord-américain financièrement accueillant. L'Europe perd ainsi silencieusement son tissu productif de pointe au profit d'une Amérique réindustrialisée par son abondance énergétique locale. C'est une délocalisation silencieuse et inexorable, motivée uniquement par la rationalité froide des bilans comptables des multinationales cotées. Sur le flanc oriental, la menace concurrentielle chinoise s'avère encore plus destructrice pour les derniers bastions industriels du continent. La Chine combine une main-d'œuvre encore très abordable avec une politique de subvention énergétique massive assumée par l'État central. Pékin continue d'importer l'énergie terrestre bon marché, que l'Europe a choisi de bannir pour des raisons purement géopolitiques continentales. Les produits manufacturés asiatiques inondent les marchés mondiaux avec des prix de vente que les usines européennes ne peuvent égaler. Le secteur automobile européen, ancien fleuron incontesté de la région, subit de plein fouet cette nouvelle réalité commerciale impitoyable. Les parts de marché mondial fondent à une vitesse terrifiante face à l'offensive des véhicules électriques asiatiques ultra compétitifs. Le continent passe douloureusement du statut de leader industriel mondial à celui de simple marché de consommation sous perfusion.
Cette compression brutale des marges bénéficiaires a des répercussions désastreuses sur la valorisation boursière des grandes entreprises européennes classiques. Les investisseurs internationaux exigent des rendements que le modèle économique européen actuel est physiquement incapable de leur fournir durablement. La smart money acte ce déclin en sous-pondérant systématiquement les actions des secteurs industriels traditionnels du vieux continent européen. Les capitaux intelligents cherchent la croissance, et la croissance ne se trouve plus dans les usines tournant au ralenti. Les plans de licenciement massifs annoncés dans le secteur manufacturier ne sont que les symptômes de cette maladie incurable. Réduire les effectifs permet de préserver temporairement la trésorerie, mais cela ne restaure en rien la compétitivité mondiale perdue. Le mal est profond, structurel et totalement immunisé contre les baisses de taux d'intérêt de la Banque centrale européenne. Ce déclin industriel provoque une réaction en chaîne redoutable sur l'ensemble de l'écosystème économique des nations membres de l'Union. Les sous-traitants, les sociétés de services et les transporteurs subissent directement le contre-coup de la fermeture des grands sites. L'assiette fiscale des États se contracte mécaniquement au moment même où les besoins de financement public explosent, littéralement. Les gouvernements tentent de masquer cette hémorragie par des plans de relance financés par une émission massive de dettes. Cependant, s'endetter pour subventionner une industrie structurellement non compétitive est une hérésie macroéconomique qui mène inévitablement à la faillite. Le piège de la compétitivité s'est refermé sur une Europe trop lente pour s'adapter à la brutalité du marché libre. Le deuxième chapitre révèle que ce naufrage industriel est tragiquement accéléré par le fardeau silencieux de la démographie vieillissante. L'investisseur perspicace doit regarder au-delà des cours du pétrole pour comprendre la véritable trajectoire mortelle de l'économie européenne. Le prix de l'énergie n'est finalement que le révélateur féroce des faiblesses organiques d'un continent qui refuse de vieillir. La productivité d'une nation est fondamentalement liée à la vitalité et à la jeunesse de sa population active disponible. Or, l'Europe est en train de perdre son moteur démographique dans un silence politique et médiatique absolument assourdissant aujourd'hui. La pyramide des âges s'inverse avec une violence mathématique que les discours rassurants des politiciens ne peuvent pas inverser. Les conséquences financières de ce vieillissement accéléré sont infiniment plus graves qu'une fermeture temporaire de corridors maritimes au Moyen-Orient. Plongeons maintenant dans les abysses de cette crise des retraites qui draine les forces vitales du vieux continent fatigué. Chapitre 2. Le fardeau silencieux, le déficit démographique. Le continent européen traverse actuellement la transition démographique la plus sévère et la plus rapide de son histoire moderne. Le nombre de naissances s'effondre de manière spectaculaire dans la quasi-totalité des pays membres de la grande zone euro. Simultanément, la génération nombreuse du baby-boom quitte massivement le marché du travail pour entrer dans l'âge de la retraite. Ce double phénomène crée un déséquilibre macroéconomique majeur, que les systèmes de protection sociale actuels ne peuvent pas absorber. La smart money scrute ces statistiques démographiques car elles constituent l'indicateur avancé le plus fiable de la croissance future. Un pays qui perd ses travailleurs est un pays dont le produit intérieur brut est mathématiquement condamné à stagner. C'est un krach silencieux et prévisible qui se déroule au ralenti sous les yeux aveuglés des planificateurs économiques européens. Le ratio entre la population active et le nombre de retraités se dégrade à une vitesse véritablement terrifiante aujourd'hui. Historiquement, 4 travailleurs finançaient sereinement la pension d'un seul retraité dans la majorité des grandes économies occidentales continentales florissantes. Ce chiffre s'effondre pour s'approcher dangereusement du seuil critique de 2 actifs pour un inactif dans de nombreux pays. La charge financière reposant sur les épaules des jeunes générations devient purement et simplement intenable sur le long terme. Les impôts sur le travail doivent être augmentés continuellement pour combler les déficits abyssaux des caisses de retraite nationales. Cette pression fiscale asphyxie le pouvoir d'achat des ménages et détruit l'incitation à la création de richesses par l'effort. L'économie européenne se transforme en une gigantesque machine à transférer la richesse des travailleurs vers une population vieillissante inactive. Le fardeau financier ne se limite malheureusement pas au simple paiement direct des pensions de ces millions de retraités. Le vieillissement accéléré de la population entraîne une explosion exponentielle et incontrôlable des dépenses publiques liées à la santé. Les maladies chroniques et la dépendance du grand âge nécessitent des infrastructures médicales extrêmement coûteuses et du personnel qualifié. Les budgets des États sont littéralement siphonnés par le maintien sous perfusion de ces systèmes de soins devenus obsolètes. L'argent public, autrefois destiné à financer l'avenir, est désormais exclusivement consacré à la gestion difficile de la fin de vie. C'est une erreur colossale d'allocation des capitaux à l'échelle d'un continent entier qui sacrifie sciemment sa propre jeunesse. Les investisseurs fuient logiquement cette région, où la fiscalité punitive sert uniquement à financer des dépenses sociales structurellement non productives. Cette mauvaise allocation des ressources assèche dramatiquement les capitaux disponibles pour l'innovation technologique et la recherche scientifique de pointe.
Les universités et les centres de recherche européens souffrent d'un sous-financement chronique face à la puissance de feu américaine. L'argent qui devrait financer les laboratoires de demain sert à combler les trous de la sécurité sociale d'aujourd'hui. L'Europe hypothèque son futur intellectuel pour maintenir artificiellement un niveau de vie hérité d'une époque de forte croissance économique. Sans investissement massif dans les technologies d'avenir, le continent se condamne à devenir un simple musée à ciel ouvert. Le retard accumulé dans les secteurs stratégiques devient exponentiel et virtuellement impossible à rattraper avec des budgets aussi contraints. La smart money privilégie les zones géographiques où l'épargne est orientée vers la création de brevets et de logiciels. Sur le marché de l'emploi quotidien, ce déficit démographique se traduit par une pénurie endémique de main-d'œuvre qualifiée. Les entreprises industrielles et de services peinent désespérément à recruter les talents nécessaires pour soutenir leur propre activité commerciale. Des pans entiers de l'économie fonctionnent au ralenti, faute de bras et de cerveau pour occuper les postes vacants. Cette rareté du capital humain freine brutalement les projets d'expansion des multinationales qui décident alors de se délocaliser ailleurs. Le manque de travailleurs agit comme un plafond de verre rigide qui limite mécaniquement la croissance du chiffre d'affaires. L'illusion d'une économie qui pourrait croître sans une population active dynamique se dissipe douloureusement dans les bilans comptables des sociétés. Le dynamisme économique est la victime collatérale de ce vieillissement de la population que personne ne veut regarder en face. Cette pénurie de main-d'œuvre déclenche paradoxalement une pression à la hausse sur les salaires nominaux dans plusieurs secteurs clés. Les employés qualifiés détiennent un pouvoir de négociation inédit pour exiger des rémunérations supérieures face à des employeurs désespérés. Cette inflation salariale, bien que favorable aux individus, vient amputer encore davantage la compétitivité globale des entreprises européennes fragiles. Les sociétés ne peuvent pas répercuter indéfiniment ces hausses de coûts sur leur prix de vente sans perdre leurs clients. Les marges bénéficiaires subissent donc une nouvelle attaque en tenaille entre l'énergie chère et le coût croissant du travail. La Banque centrale européenne observe cette boucle prix-salaire avec une terreur absolue, impuissante face à ce déséquilibre purement démographique. La stagflation s'installe durablement, nourrie par ce manque structurel de travailleurs au sein d'un système productif totalement enrayé. Ce scénario macroéconomique n'est pas une simple théorie lointaine, c'est le phénomène clinique de la japonisation de l'économie européenne. À l'instar du Japon depuis 30 ans, l'Europe s'enfonce dans une croissance anémique dictée par une démographie violemment déclinante. Les taux d'intérêt manipulés et les injections de liquidités ne parviennent plus à stimuler une population qui consomme moins. L'épargne des seniors a tendance à stagner dans des produits financiers sans risque, privant l'économie réelle d'investissements productifs audacieux. L'Europe devient un marché mature, prévisible et ennuyeux, qui n'attire plus les grands capitaux spéculatifs mondiaux avides de performance. C'est la fin du grand dynamisme continental qui avait caractérisé la période faste de la reconstruction d'après-guerre historique. Pour l'investisseur, cette stagnation programmée exige de chercher la rentabilité du capital en dehors des frontières de l'Union européenne. La combinaison mortelle de l'énergie chère et de la démographie déclinante prépare le terrain pour la troisième faille systémique. Le monde moderne ne se bat plus seulement pour des barils de pétrole ou de la main-d'œuvre d'usine traditionnelle. La véritable guerre de ce siècle se déroule dans le cyberespace, autour des algorithmes et de la puissance de calcul. Or, l'Europe est totalement absente du champ de bataille de la nouvelle révolution technologique qui redessine l'économie mondiale actuelle. Le continent a raté le virage décisif de l'intelligence artificielle et de la conception avancée de composants semi-conducteurs critiques. Le troisième chapitre dévoile l'ampleur de cette soumission numérique totale face aux géants incontestés de la Silicon Valley américaine. Chapitre 3. La soumission numérique, le retard technologique. La décennie actuelle est indiscutablement dominée par la révolution foudroyante de l'intelligence artificielle et du traitement des mégadonnées. Cette rupture technologique est aussi fondamentale que l'invention de la machine à vapeur ou la généralisation de l'électricité domestique. Malheureusement, le vieux continent européen observe ce bouleversement majeur en tant que simple spectateur lointain et totalement passif financièrement. L'Europe n'a produit aucun grand modèle linguistique de portée mondiale capable de rivaliser avec les leaders technologiques nord-américains. L'absence de géants continentaux dans ce domaine critique est une défaite intellectuelle et industrielle d'une ampleur absolument incalculable aujourd'hui. La smart money concentre ses milliards sur la côte ouest américaine, ignorant superbement les modestes initiatives européennes fragmentées. L'avenir de l'économie mondiale s'écrit en langage informatique, et le continent européen en a tragiquement perdu la grammaire fondamentale. Le secteur des semi-conducteurs illustre parfaitement la profondeur de ce déclassement technologique face aux immenses superpuissances américaines et asiatiques. Ces puces électroniques microscopiques sont devenues le véritable pétrole du XXIe siècle, indispensables au fonctionnement de toutes les industries.
L'Europe est aujourd'hui totalement dépendante des fonderies asiatiques et de l'ingénierie américaine pour s'approvisionner en composants électroniques de pointe. Malgré des annonces politiques grandiloquentes, les tentatives de réindustrialisation dans ce secteur ultra complexe accusent des retards techniques et financiers abyssaux. Le continent ne possède ni le capital risque massif, ni l'écosystème agile nécessaire pour rattraper son immense retard structurel. Être incapable de fabriquer le cerveau de l'économie de demain garantit une vassalisation économique totale dans les années futures. Les capitaux intelligents financent massivement les entreprises de matériel informatique qui contrôlent réellement cette nouvelle infrastructure numérique mondiale vitale. Cette absence de souveraineté technologique transforme l'économie européenne en une simple base de consommateurs de produits digitaux étrangers importés. Les entreprises européennes, tous secteurs confondus, sont obligées d'acheter des licences logicielles et des capacités d'hébergement cloud extra-continentales. Les hôpitaux, les banques et les gouvernements confient leurs données les plus sensibles aux serveurs des multinationales technologiques américaines hégémoniques. L'Europe est devenue un immense marché captif, qui paie rubis sur l'ongle pour avoir le droit d'utiliser l'innovation d'autrui. Cette dépendance structurelle crée un déficit commercial invisible mais colossal qui draine la richesse continentale vers la Silicon Valley. L'investisseur souverain constate que la valeur ajoutée technologique échappe totalement aux entreprises cotées sur les places boursières européennes traditionnelles. C'est une hémorragie de capitaux perpétuelle qui appauvrit silencieusement le continent sans qu'aucun bateau ne quitte jamais ses ports. Le concept de loyer numérique décrit parfaitement cette soumission économique moderne qui frappe de plein fouet les entreprises européennes. Chaque jour, les sociétés du continent versent des milliards de dollars sous forme d'abonnements pour accéder aux logiciels indispensables. L'intelligence artificielle vient démultiplier le montant de ce loyer technologique inévitable, imposé par les monopoles d'outre-Atlantique aux clients européens. Si une entreprise allemande veut optimiser sa production avec des algorithmes avancés, elle paiera obligatoirement une dîme aux développeurs américains. C'est un transfert de richesse permanent et automatique qui garantit des revenus récurrents stratosphériques aux géants mondiaux de la technologie. L'Europe finance l'innovation américaine par sa consommation aveugle, renforçant ainsi l'avance de ses propres concurrents économiques sur la scène mondiale. Or, acheter des actions de la technologie américaine revient finalement à récupérer une partie de la richesse européenne brutalement siphonnée. L'incapacité de l'Europe à faire émerger ses propres géants du numérique s'explique par une fragmentation suicidaire de ses marchés. L'Union européenne n'est pas un marché unique digital homogène, mais une mosaïque de 27 réglementations linguistiques et juridiques complexes. Une start-up américaine bénéficie immédiatement d'un marché domestique gigantesque, de plus de 300 millions de consommateurs uniformes solvables. La jeune pousse européenne, elle, s'épuise en frais juridiques pour franchir chaque frontière interne de ce continent bureaucratiquement paralysé. De plus, le capital risque européen reste frileux, morcelé et incapable d'apporter les financements massifs nécessaires aux phases d'hypercroissance mondiale. Les rares pépites technologiques nées en Europe finissent inévitablement par être rachetées par les prédateurs américains, dotés d'une trésorerie illimitée. Le continent européen se contente d'être la pépinière bon marché des talents que le reste du monde vient allègrement piller. L'environnement réglementaire étouffant est la dernière clouure du cercueil de l'innovation technologique sur le vaste territoire de l'Union. L'Europe a choisi de devenir le champion du monde de la régulation, plutôt que le champion du monde de l'innovation. Des textes législatifs tentaculaires cherchent à encadrer l'intelligence artificielle avant même que l'industrie locale n'ait eu le temps d'éclore. Cette philosophie préventive excessive tétanise les entrepreneurs locaux et fait fuir les capitaux d'investissement vers des cieux plus cléments. Réguler une technologie que l'on ne maîtrise pas industriellement est une posture politique purement dogmatique et totalement suicidaire économiquement. La smart money déteste l'incertitude juridique et l'excès de zèle bureaucratique qui caractérisent aujourd'hui la machine administrative bruxelloise lente. L'argent afflue naturellement vers les zones économiques qui valorisent le risque, la vitesse d'exécution et la disruption technologique brutale. Le résultat tragique de cette politique est l'exode massif et continu des cerveaux les plus brillants du vieux continent. Les meilleurs ingénieurs, chercheurs et développeurs européens quittent massivement leur pays d'origine pour rejoindre les grands laboratoires nord-américains prestigieux. Ils y trouvent des salaires incomparables, des moyens de recherche illimités et une culture du succès entrepreneurial profondément ancrée. La fuite des cerveaux est l'indicateur le plus douloureux de la défaite européenne dans cette grande guerre de l'intelligence. Un continent qui ne parvient plus à retenir sa propre jeunesse intellectuelle est condamné à un long déclin historique certain. Le capital humain de pointe est devenu la ressource la plus précieuse et la plus mobile de l'économie moderne. L'Europe forme d'excellents scientifiques, mais ce sont les actionnaires américains qui récolteront éternellement les fruits lucratifs de leurs brillantes découvertes. Ces trois premières faiblesses, compétitivité, démographie et technologie, suffisent-ils déjà à justifier une stratégie d'éloignement des marchés européens classiques ?
Cependant, un dernier choc macroéconomique d'une violence absolue vient parachever la destruction des finances publiques et de l'ensemble du continent. Les événements géopolitiques récents ont brutalement réveillé l'Europe de sa longue torpeur et de son illusion de paix éternelle. L'urgence de protéger les frontières et d'assurer la souveraineté continentale exige désormais un changement radical d'allocation des budgets nationaux. Le 4e chapitre révèle comment le retour en force de l'économie de souveraineté va achever de ruiner la croissance européenne. Nous allons analyser pourquoi la fin des dividendes de la paix représente le coup de grâce pour vos investissements locaux. Chapitre 4. La fin du dividende. L'économie de souveraineté. Le continent européen s'était habitué depuis de nombreuses décennies à vivre dans l'illusion confortable d'une stabilité géopolitique totalement garantie. Cet air de tranquillité a permis au gouvernement de récolter ce que les économistes appellent les fameux dividendes de la paix. L'argent qui n'était pas dépensé pour la sécurité du territoire finançait généreusement le développement des infrastructures et des modèles sociaux. Cette époque dorée de désarmement généralisé a brutalement pris fin face à l'émergence des nouveaux blocs géopolitiques hautement instables actuels. L'Europe est aujourd'hui forcée de regarder la dure réalité en face et de repenser intégralement son architecture de sécurité souveraine. L'investisseur intelligent doit comprendre que cette transition brutale n'est pas qu'une posture politique, c'est un véritable séisme budgétaire massif. Le réveil de l'économie de souveraineté va fondamentalement modifier la trajectoire des finances publiques des nations européennes très endettées. La nouvelle doctrine continentale impose une réallocation monumentale et précipitée des ressources financières vers les budgets de défense des États. Les nations comme l'Allemagne, la Pologne ou la France sont contraintes de doubler ou tripler leurs dépenses de souveraineté d'urgence. L'objectif d'allouer entre 2 et 4% du produit intérieur brut à la protection du territoire devient la norme. Nous parlons ici de centaines de milliards d'euros qui doivent être mobilisés chaque année dans une urgence absolue et vitale. Cet effort budgétaire titanesque s'ajoute au fardeau des retraites et au coût de l'énergie que nous avons préalablement décortiqué. L'équation financière des États européens devient proprement insoluble sans un recours massif et totalement déraisonnable à la dette publique permanente. La smart money analyse froidement l'impact de ce mur de financement sur la stabilité de la monnaie unique continentale. Le problème majeur de ces nouvelles dépenses souveraines réside dans leur nature intrinsèquement non productive sur le plan macroéconomique. Construire des véhicules blindés, des frégates ou des systèmes de défense ne crée aucune véritable valeur ajoutée économique de long terme. Ce sont des produits finis qui ne génèrent pas de croissance, ne facilitent pas les échanges et n'améliorent pas la productivité. Contrairement à la construction d'un réseau ferroviaire ou d'une centrale électrique, ces investissements n'offrent aucun retour financier pour la collectivité. L'argent englouti dans l'économie de souveraineté est un capital qui est littéralement détruit du point de vue de la rentabilité globale. C'est une taxe de survie géopolitique indispensable, mais dont le prix à payer est une contraction de la richesse nationale disponible. Les économies européennes vont s'épuiser à produire des biens de sécurité qui ne pourront jamais être consommés ou rentabilisés financièrement. L'effet des d'éviction généré par cette urgence souveraine va frapper de plein fouet les secteurs civils et les investissements d'avenir vitaux. Chaque milliard d'euros alloué à la défense est un milliard retiré de la recherche fondamentale, de l'éducation ou des hôpitaux. Les projets de transition énergétique et de modernisation des infrastructures numériques seront inévitablement repoussés, revus à la baisse ou annulés. L'Europe est forcée de sacrifier son développement économique futur pour assurer la simple protection de ses frontières géographiques immédiates. L'État stratège redevient un État gardien, absorbant la quasi-totalité de l'épargne disponible pour financer ses arsenaux et ses recrutements massifs. Le secteur privé européen, déjà asphyxié par les coûts énergétiques, se retrouve privé des commandes publiques civiles et des subventions d'innovation. L'économie continentale s'enfonce dans une atonie structurelle garantie par l'urgence des impératifs stratégiques de survie dans ce nouveau monde instable. Pour financer cette économie de souveraineté sans déclencher de révolution fiscale interne, les gouvernements choisiront inévitablement la fuite en avant de l'endettement. L'émission massive de nouvelles obligations souveraines va inonder les marchés financiers et faire inexorablement mécaniquement remonter les taux d'intérêt. La Banque centrale européenne se retrouvera dans l'obligation de monétiser secrètement cette dette pour éviter la faillite des États les plus fragiles. Cette monétisation rampante est la définition même de la destruction silencieuse du pouvoir d'achat par la création monétaire excessive. L'inflation n'est plus seulement une conséquence de la géopolitique du pétrole. Elle devient la politique officielle de désendettement des gouvernements. L'investisseur souverain qui garde son capital en euros cash est certain de se faire spolier par cette taxe inflationniste parfaitement invisible. Protéger son patrimoine exige de sortir des obligations d'État européennes pour privilégier les actifs réels résistants à l'impression monétaire illimitée.
Cette autopsie impitoyable de l'économie européenne dissipe définitivement l'illusion d'un retour à la normale post-crise propagée par les dirigeants politiques. L'énergie coûteuse, le gouffre démographique, la vassalisation technologique et le fardeau de la souveraineté forment un quatuor macroéconomique littéralement mortel. Le déclin du vieux continent n'est pas un accident de parcours temporaire, c'est une trajectoire mathématique solidement ancrée dans les chiffres. Attendre que la situation s'améliore par miracle est une stratégie d'investissement qui garantit l'appauvrissement certain de votre patrimoine financier familial. La smart money ne ressent aucune émotion. Elle constate les faits et déplace ses capitaux vers les zones de croissance réelle. Les États-Unis dominent la technologie et l'énergie, tandis que l'Asie domine l'industrie manufacturière grâce à son pragmatisme économique total. L'Europe s'isole dans un musée réglementé, endetté et vieillissant, totalement inadapté à la brutalité du capitalisme de ce siècle. Face à ce krach silencieux et inéluctable, la responsabilité individuelle de l'investisseur averti n'a jamais été aussi cruciale et décisive qu'aujourd'hui. Les grands gestionnaires de fortune cherchent impérativement à désensibiliser leur portefeuille des risques structurels liés au marché unique européen en pleine implosion. Les flux de capitaux intelligents s'orientent massivement vers les actions américaines de la tech, les producteurs d'énergie mondiaux et les métaux précieux. La diversification géographique absolue n'est plus perçue comme une simple option prudente, mais comme l'ultime bouclier de survie patrimoniale. Les institutionnels refusent désormais de financer la dette d'un continent qui brûle son capital d'innovation pour payer des dépenses souveraines improductives. Le patriotisme financier cède logiquement sa place au pragmatisme, car aucun fonds n'accepte de couler avec le navire par simple solidarité géographique. Les marchés financiers récompensent historiquement l'agilité, l'objectivité et le courage de regarder la réalité macroéconomique en face, aussi douloureuse soit-elle. Nous venons d'achever la déconstruction méthodique de l'illusion économique européenne qui aveugle encore tant d'épargnants sur le vieux continent. Vous possédez désormais la grille de lecture de la smart money pour anticiper l'effondrement silencieux de la puissance historique européenne. Il est grand temps d'aligner vos actions financières sur la réalité mathématique implacable de cette nouvelle décennie de tous les dangers. Pour notre prochaine analyse macroéconomique d'urgence, quel grand mythe financier souhaitez-vous que je pulvérise avec cette même froideur clinique ? Souhaitez-vous une enquête sur le mensonge de l'immobilier vert ou une autopsie de la confiscation programmée de votre épargne bancaire ? Indiquez votre choix stratégique dans l'espace des commentaires et abonnez-vous pour garantir votre indépendance financière face à l'effondrement en cours. Les membres les plus alertes de la chaîne peuvent simplement taper le mot « déclin » pour valider leur compréhension de ce dossier.